Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence du Cercle virtuelle. On s'adapte à la situation pour avancer sur nos réflexions sur ce sujet de la temporalité qui va nous occuper cette année. On va commencer avec Philippe Gabillet. Donc, vous le connaissez, Philippe est professeur de leadership à ESCP. Il est également membre du board du Cercle. Et il va nous parler, Philippe, donc de ce leader face au destin et des différents scénarios qu'il peut anticiper, qu'il peut proposer. Je te laisse la parole, Philippe. Merci Raphaël, merci beaucoup. Alors, quand on parle du futur, de l'avenir, on est confronté à plein de concepts qu'il faut parfois remettre en ordre. Le futur, par exemple, c'est… le futur, dans le fond, on n'en a qu'un. Le futur, c'est ce qui sera. C'est ce qui va arriver. C'est l'enchaînement unique des événements et qui feront le fil de notre vie et qui feront l'objet le plus tard possible, on l'espère, de notre biographie. Ce futur, il est inconnaissable, ou alors par révélation, mais enfin là, c'est autre chose. Il y a ensuite l'avenir. L'avenir, c'est ce qui pourrait être. L'avenir, c'est l'ensemble des futurs possibles à un moment donné, par rapport à un contexte donné. C'est ce que le grand prospectiviste Bertrand de Jouvenel appelait les futuribles. Il a d'ailleurs laissé ce nom à une des grandes revues de prospective francophones aujourd'hui. Et puis, il y a le destin. Le destin, c'est l'ensemble des événements qui viennent composer la vie d'un être et lui donnent un sens. Alors, la question, c'est de savoir d'où vient ce destin. Destin, dans l'Antiquité, c'était quelqu'un, c'était une force supérieure qui nous mettait tout ça en ordre. C'était l'incarnation, dans le fond, divine des déterminismes. Et aujourd'hui, on parle plus de prendre son destin en main, être celle ou celui qui va tisser un récit à travers les propres éléments de son histoire. Donc, la question, c'est cette force qui nous donne le sentiment parfois de s'imposer à nous. Que peut-on véritablement en dire? D'ailleurs, destin, ça vient du latin destinare, qui voulait dire fixé, attaché, quelque chose qui avait une réalité. Est-ce qu'on peut, dans le fond, choisir sa destinée? Ou est-ce que, dans le fond, on ne fait que suivre un chemin? Je ne sais plus qui est-ce qui disait, moi, je suis volontairement et en toute conscience un chemin que les autres, eux, suivent aveuglément. On pourrait presque dire que c'est la définition de celui ou de celle qui a pris son destin en main. Sachant que dans le fond, un destin est fait de quoi? Une vie humaine, le rapport qu'on a au futur va être fait de quoi? Il va être fait d'abord de déterminisme. Nous ne pouvons pas tout choisir, nous ne pouvons pas tout changer. Nous sommes le fruit d'un certain nombre de déterminismes biologiques, psychologiques, culturels, sociaux, etc. Mais notre vie est aussi faite de hasards. Parfois de hasards heureux, de beaux concours de circonstances, puis parfois de hasards malheureux, voire carrément de fatalité. Et c'est vrai qu'entre les déterminismes d'un côté et le hasard de l'autre, il y a un chemin de crête. Et ce chemin de crête, on l'appellera projet, libre arbitre, zone de liberté en tout cas, là où on peut décider de faire un certain nombre de choses. Et le dirigeant, pour pouvoir activer cette dimension-là, va avoir besoin de mettre ça souvent en récit. Un récit d'ailleurs qui peut être de plusieurs natures. Le récit du futur peut être unique. C'est le récit du prophète. Voilà ce qui va se passer. C'est aussi le récit du planificateur. Le planificateur disant voilà où nous voulons aller, voilà les différentes phases qui vont se passer. Et puis, le récit peut être pluriel. Et c'est vrai qu'en prospective, dans cette discipline qu'on appelle la prospective, la pluralité des récits, c'est incarné dans un outil, dans une approche qu'on appelle l'approche par scénario. La première définition en prospective, en tout cas du scénario, c'est dans un ouvrage paru en 1967 et qui s'appelait L'an 2000, qui avait été écrit par l'un des grands gourous de la prospective de l'époque, c'est M. Herman Kahn, et qui, je cite d'ailleurs, définissait un scénario comme étant la liste hypothétique d'événements futurs faite pour attirer l'attention sur des points importants et sur leurs causes. Et c'est vrai que la problématique du scénario, c'est de se dire sous quelle forme et pourquoi une hypothèse peut-elle se réaliser et
quelles possibilités existent à chaque stade, dans le fond, pour empêcher, changer ou au contraire faciliter cette évolution. Dans le fond, la prospective, c'est un moyen de se représenter l'action future, mais c'est surtout, et ça dans l'école française de prospective, c'est un point très important, c'est un moyen d'éclairer l'action présente, comme le dit très justement Michel Godet, grand prospectiviste français. Et l'idée, c'est qu'à la lumière des futurs possibles et souhaitables, on va s'efforcer de bâtir quelque chose. Donc il y a en gros deux types de scénarios d'une façon générale. Il y a des scénarios qu'on appelle exploratoires. C'est-à-dire que dans un scénario exploratoire, je vais me positionner dans l'instant présent et en regardant cet instant présent, en le regardant attentivement, en essayant d'identifier dans ma vie présente tout ce qui fait sens, je vais essayer de projeter des évolutions futures, voir dans le fond à quoi demain pourrait peut-être ressembler en fonction de tel ou tel critère. Première possibilité. Et puis il y a ce qu'on appelle les scénarios normatifs. Alors, scénario normatif, c'est assez intéressant parce que le scénario normatif, en fait, il part d'un futur que l'on considère comme étant souhaitable. C'est le bon futur, voilà, c'est ça le futur. Mais en revanche, comme on ne sait pas comment on va y arriver, on va inventer plusieurs chemins alternatifs permettant d'arriver à un seul et unique futur, certains étant des scénarios plutôt, on va dire, conventionnels, mainstream, on dirait aujourd'hui, d'autres étant des scénarios plus dangereux, voire même carrément des scénarios de rupture. Donc, il existe dans tout ça, dans cette approche dite par scénario, où on va créer des récits. Et l'idée étant bien sûr de créer ces récits, non pas tout seul dans son coin. L'intérêt de l'approche par scénario, c'est que c'est un outil de management, et en l'occurrence un outil de leadership. Quelque chose qui va faire s'approprier par un comité de direction, par des collaborateurs, par un groupe projet, faire s'approprier un rapport à un futur donné, en le transformant effectivement en récit, mais en récit bien évidemment argumenté. Donc, transformer cette pensée et créer justement les ingrédients, en fait, les graines de ce qui sera peut-être d'ailleurs le destin futur ou de l'organisation ou de celle ou de celui qui la dirige. Les convictions, en fait, de l'approche par scénario, on l'a vu, sont simples. Première conviction, dans tout univers tel que le nôtre, il existe dans notre réalité des tendances. On doit pouvoir les identifier, les mesurer, les observer. Ces tendances structurent en quelque sorte notre devenir dans ces grandes lignes. Mais ces tendances peuvent se poursuivre, s'inverser, il faudra voir. Au-delà de ces tendances, il y a toute une partie qui nous échappe totalement, c'est l'aléatoire. C'est ce que le mathématicien Nassim Taleb appelle les signes noirs. Le signe noir, c'est cet événement totalement imprévisible, en tout cas par la majorité des gens, qui a des conséquences absolument colossales et que les grands experts se chargeront de nous rationaliser a posteriori une fois que l'événement aura eu lieu. Là, on vient d'en vivre un qui a duré 2 mois de signe noir. Là, on a un exemple, je dirais, sous les yeux. Et donc, entre ces tendances et ces événements aléatoires, on va avoir cette marge de liberté et d'action. Donc, quand je travaille dans le fond sur créer des scénarios d'avenir avec mes collaborateurs, on fait ensemble un travail de mémoire, parce qu'on va dans le fond s'interroger sur d'où on vient, pour essayer de mieux comprendre où on pourrait aller. On va faire un travail d'imagination, parce qu'on ne peut pas uniquement reproduire ce qui s'est passé. On va utiliser notre imagination, notre capacité à associer les éléments pour bâtir des histoires, et surtout notre intuition, notre sensibilité. Parce qu'il y a aussi Qu'est-ce que c'est que voir venir ? Voir venir, c'est activer notre sensibilité prospective, collective, et voir les futurs, en fait, dont chacun est porteur. Et c'est vrai qu'une approche par scénario, quand on regarde attentivement, c'est en fait percevoir les futurs possibles en gestation dans le présent. Moi, il m'est souvent arrivé de dire, soit à des gens que je formais à l'approche par scénario, soit dans le cadre de missions de conseil, que, en fait, la prospective, souvent, c'était en fait un travail sur le présent, mais qui prend le futur comme prétexte. C'est-à-dire qu'en demandant à des acteurs sociaux, organisationnels, de réfléchir sur leur avenir, je vais en fait, sans le leur dire, leur demander de me parler de comment ils voient l'instant présent, aujourd'hui, l'ici et maintenant, ce qui se passe. Mais bien évidemment, en projetant tout ça dans une réalité à venir. Et le scénario, il est là dans le fond pour donner du sens, de la direction, de la signification,
à l'action présente. C'est faire des scénarios, c'est mettre en scène, à travers des récits identifiés, alternatifs, qui serviront d'ailleurs eux-mêmes à peut-être préparer des décisions, à faire véritablement qu'il y ait des points de jalon qui soient mis dans le futur en s'interrogeant sur plein de choses. Qu'est-ce qui ne changera pas? Qu'est-ce qui va changer à coup sûr? Qu'est-ce qu'on s'interdit d'envisager? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà démarré et puis qui s'imposent à nous? Quels sont dans le fond nos angles morts, toutes les choses qu'aujourd'hui on aimerait connaître mais on ne connaît pas? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que j'aurais besoin de savoir sur ce qui va se passer demain pour prendre de meilleures décisions aujourd'hui? Il y a tout un tas comme ça de jeux qui ne sont pas d'ailleurs uniquement des jeux intellectuels et rhétoriques, qui sont aussi des jeux de rationalité pour utiliser ce non-objet, en fait, cet objet qui n'existe pas, qui est le futur, pour, dans l'instant présent, en faire un outil de réflexion sur les décisions à prendre, sur les grands mouvements, etc. Donc, avec aussi cette prise de conscience importante, c'est que quand on fait des approches par scénario, quand on essaye, dans une situation X, dire, voilà, dans 5 ans, 10 ans, voilà les différentes les voies que nous pourrions prendre, il y a bien évidemment un certain nombre de facteurs qui vont apparaître. Ce qui est intéressant en prospective stratégique, ça va être de faire prendre conscience aussi à un collectif, encore une fois, équipe de direction, COMEX, groupe projet, peu importe, qu'il existe dans le fond 2 grandes catégories de facteurs, même dans l'instant présent. Des facteurs que l'on peut identifier à présent, donc on peut faire l'hypothèse que ces facteurs aujourd'hui sont stables, ils n'ont pas vocation à bouger beaucoup, et d'autres, au contraire, sont beaucoup plus instables, sont carrément incertains. Il y a déjà un débat entre experts. Vous prenez la réalité d'une entreprise, on liste les facteurs qui vont structurer notre avenir dans les années qui viennent. Certains vous diront, ah ben non, ça c'est super stable, ça ne bougera pas. D'autres vous diront au contraire, ben non, attends, tu rigoles, ça, oh là là, ça peut se chambouler d'un jour à l'autre. Donc c'est le premier critère, ça. Est-ce que je suis dans du stable ou du pas stable? Et le deuxième critère, c'est je contrôle ou pas. J'ai une marge de manœuvre sur ce facteur-là, ou au contraire, ça échappe totalement à mon action. Et rien qu'en croisant ces éléments-là, je dirais, on va identifier effectivement, au bout du compte, un certain nombre d'éléments. Par exemple, nous, dans notre réalité d'aujourd'hui, les uns les autres, nous avons par exemple des facteurs qu'on ne contrôle pas vraiment, mais qui sont stables. Ah ben ça, généralement, c'est les règles du jeu. Hein. Si je ne contrôle pas, mais c'est stable, je dirais, ça, c'est les règles du jeu. Il va y avoir des facteurs que je contrôle plus, oui, je les contrôle, mais pour le coup, ils sont instables. Ah, alors si je contrôle, mais qu'ils sont instables, ça veut dire que je vais devoir bâtir là un certain nombre d'options. Il y a aussi des éléments qu'on contrôle, mais alors absolument pas, et qui, eux, pour le coup, sont en plus instables. Donc là, ça va vraiment être mes incertitudes clés, etc. Et au fur et à mesure, on va finir par dégager, presque naturellement, les lieux où, bon, on a des marges de manœuvre et on va peut-être pouvoir prendre un certain nombre de décisions. En fait, on terminera, et je voudrais juste terminer pour cette première intervention là-dessus. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui, je trouve, avait, mais alors, remarquablement défini, sans le savoir d'ailleurs, hein, ce qui est vraiment la philosophie du scénario, et d'ailleurs la philosophie d'une prospective stratégique intelligente, voilà, en 2020. Saint-Exupéry a écrit « L'avenir, ce n'est que du présent à mettre en ordre. Donc, tu n'as pas à le prédire, mais en revanche, tu vas devoir le permettre. » Je pense qu'à partir de ça, il ouvrait effectivement la brèche à ce qui est devenu aujourd'hui l'approche par scénario, qui est un moyen, parmi d'autres, de tenter de faire s'approprier un futur que par ailleurs on ne connaît pas à une équipe. Merci, voilà, merci beaucoup. Merci Philippe. Bienvenue à tous, pour ceux qui nous ont rejoints. Avez-vous des questions pour Philippe? Si vous en avez, n'hésitez pas à utiliser le chat et on va les sélectionner. Philippe, j'avais une première question. Où places-tu la sérendipité? La sérendipité, elle est très exactement sur la ligne de crête entre l'aléatoire et le libre arbitre, dans le fond.
C'est-à-dire que la sérendipité, on pourrait presque dire que ça va être activer ma volonté, mon désir d'agir, mon choix, par rapport à un événement que je n'ai pas vu venir, qui m'a surpris, mais qui, pour moi, parce que je m'y étais préparé, tombe à pic, tombe au bon moment. La sérendipité, c'est véritablement le fait, en anglais, il y a un autre terme d'ailleurs qui est happenstance, le fait d'être là toujours au bon moment et au bon endroit. Donc, ça s'articule là-dedans. Alors, le problème de la sérendipité, c'est que ça n'est pas quelque chose qui est planifiable. Quelqu'un qui dit, ah ben oui, je vais vous apprendre à déclencher de la sérendipité, c'est pas évident. En revanche, ce qu'on peut faire, on peut dire, oui, mais il existe des mécanismes intellectuels, même moteurs, qui peuvent favoriser la curiosité, la mobilité, la disponibilité intellectuelle, l'ouverture d'esprit, le rapport aux autres, la connexion avec autrui. Ce sont en fait un certain nombre d'attitudes collectives, en tout cas quand elles sont collectives, qui peuvent favoriser l'émergence comme ça d'événements en apparence hasardeux, mais qui, par rapport à ce qu'on attendait aujourd'hui, sont tombés à pic, littéralement. Des questions dans le groupe? Est-ce que vous avez des questionnements sur ces différents scénarios? Comme tu es un grand spécialiste de la chance, bon, tu as parlé d'instabilité et de manque de contrôle, mais quels autres indicateurs de moments opportuns ou inopportuns peuvent donner le coup de pouce au destin ou le stopper? Je pense que de toute façon, l'élément clé, à la fois d'ailleurs d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif, c'est la disponibilité. C'est-à-dire, voilà, availability. Alors, on va appeler ça comme on veut, ouverture, etc. Mais il est vraiment, je crois que oui, c'est une citation qu'on attribue en tout cas à Abraham Lincoln qui disait il peut arriver des choses formidables aux gens qui les attendent, mais uniquement celles laissées par ceux qui ont déjà foncé. Voilà. Donc, la disponibilité, c'est un point très important. Et la caractéristique de la disponibilité, c'est que dans le monde des organisations et de l'entreprise, ce n'est pas obligatoirement quelque chose de naturel. C'est-à-dire que collectivement, dans l'univers, par exemple, du management, des affaires, nous avons davantage l'habitude d'être concentrés, focus. Alors, la caractéristique d'un collectif qui est concentré, focus, complètement à ce qu'il est, c'est que sa capacité justement à regarder à côté, à faire le pas de côté, à rester ouvert à des possibles auxquels on n'avait pas pensé, est faible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il devrait quasiment y avoir dans toute organisation ça pourrait être d'ailleurs une fonction qui tourne d'ailleurs, hein, mais des veilleurs, vraiment des veilleurs identifiés comme tels. Alors, on peut confier ça à une structure, hein, on appellera ça la direction de la stratégie. Mais c'est pareil, quand on devient un veilleur professionnel, on risque un jour ou l'autre de plus rien voir, quoi. Donc, ça, c'est un point important par rapport à la chance, me semble-t-il. Et puis, il y aura l'autre élément clé des grands chanceux, c'est que certes, ils étaient attentifs. Donc, étant attentifs, ils ont rencontré des bonnes circonstances, etc. Mais surtout, à un moment donné, ils y sont allés. C'est-à-dire que le rapport à l'action, l'agir, le fait de passer à l'acte va être un élément totalement clé. Et il y a des gens en fait qui n'ont jamais pu saisir leur futur parce qu'ils ont passé leur temps à l'attendre, hein. On dit toujours, quelle est la meilleure façon de jamais rien entreprendre en rupture? C'est d'attendre d'être prêt. On n'est jamais prêt. Voilà. Donc là, sur ces éléments-là, le chanceux ou la chanceuse sont des acteurs qui ont en permanence été dans cette tension entre une attention forte portée à ce qui se passe autour d'eux, en particulier d'ailleurs aux autres, hein, leurs demandes, leurs attentes, ainsi de suite, et bien sûr aux événements. Et puis bien évidemment ce rapport très fort à l'action, avec tout ce que ça implique d'ailleurs, hein, avoir des intentions fortes, des beaux projets, et surtout être prêt à y aller. Je donnais cet exemple encore récemment. C'est vrai que quand Hamlet, Shakespeare en fait dire à Hamlet to be or not to be, ça correspond à une époque. Si Shakespeare avait réécrit Hamlet en 2020, il aurait écrit to do or not to be, c'est-à-dire faire ou ne pas être. La seule façon de devenir aujourd'hui, et donc de prendre en main son futur, c'est de faire. Parfois même n'importe quoi, mais faire quelque chose.
Alors, si on reprend les différentes écoles de pensée, hein, on a vu la notion de temps pour Bergson, avec la notion de durée, une conscience forte de cette temporalité. Est-ce qu'on peut aussi avoir un concept par rapport à un temps de destinée qui serait différent du temps présent, ou du temps conscient, ou du temps vécu, ou du temps perçu? Oh, je pense qu'un philosophe pourrait effectivement nous donner un sentiment là-dessus, mais je pense que le temps le plus important reste quand même le temps du réel. Ça, je dirais, c'est un point moi, sur lequel j'ai toujours été très clair. Parce que le temps n'existe pas, sous-entendu, le temps n'existe pas, je me comprends. C'est une donnée intellectuelle qu'on va chercher à saisir, on va chercher à le matérialiser avec, je sais pas, des agendas, des montres, des plannings, tout ce qu'on veut. Mais voilà, c'est un concept qui nous échappe. La seule façon, ça va être de le transformer en réel. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que Bergson, quand il nous dit le temps, on oublie la notion de temps, il n'y a que des durées. Et c'est vrai que notre rapport au monde, aux expériences de la vie, est un rapport dans la durée. Il existe des durées, ressenties comme telles, qui vont être effectivement plus ou moins, elles-mêmes d'ailleurs, porteuses de volonté d'action, introspection et ainsi de suite. Donc moi, le temps intéressant, me semble-t-il, est le temps vécu. C'est l'expérience, dans le fond, du temps, le temps en tant que catégorie de l'expérience, et donc la durée est l'élément important. Je crois que j'avais donné cet exemple, je crois, dans une réunion précédente, mais c'est Amin Malouf qui disait le temps, dans de toute façon, a deux dimensions, la longueur, qui se mesure au soleil, et la profondeur, qui se mesure à la passion. Voilà, donc, et véritablement, dans le monde du travail, dans le monde des organisations, un grand leader est un individu, un homme ou une femme qui va avoir cette capacité à faire entrer un collectif dans une même durée par rapport à, et là on peut compléter, qui dit un objectif, une ambition, un rêve. L'important étant parfois d'aller vers le rêve et de chercher à l'atteindre, et parfois simplement, coûte que coûte, de rester en mouvement. Parce qu'il existe parfois des situations où il ne sert à rien d'être focalisé sur un objectif parce que d'abord on ne le connaît pas encore. Ce qui est très important, c'est que le sentiment de cette durée, dès l'instant où cette durée fait sens, cette durée va nous conduire ensemble vers un quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Alors, on a une question de Olivier Dussert qui parle du malchanceux qui Oui. saisit ce qu'il pense être une opportunité et se trompe. Ah mais, alors, attention, quelqu'un qui saisit une opportunité et se trompe n'est pas un malchanceux. C'est quelqu'un qui, ou éventuellement, n'a pas eu de chance, ou a fait une erreur, ou ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a, de même que, c'est pas moi qui le dis, hein, c'était Gilbert Trigano, grand patron historique du Club Med, qui disait un coup de chance ne fait pas un chanceux, pas plus qu'un coup de soleil ne fait un bronzé. Bon, eh ben, un coup de malchance ne fait pas un malchanceux. En revanche, un individu malchanceux, c'est quelqu'un qui va systématiquement, par rapport aux décisions qu'il doit prendre systématiquement la mauvaise dans les bifurcations de vie, et ainsi de suite. Là, c'est autre chose, c'est une problématique psychologique dont on peut parler. Mais je dirais simplement, face à une opportunité, penser qu'elle était la bonne pour nous et la saisir et se rendre compte que ce n'était pas bon, ce n'est pas vraiment de la malchance. Ça peut être, d'abord, c'est la vraie vie, et on parle de malchance. En parlant de malchance, on se dédouane. C'est-à-dire que moi, souvent des gens sont venus me voir, me disant, mais alors, vous savez, moi, là, sur ce coup-là, je n'ai pas eu de chance. Bon, j'accepte, hein, je prends ça. Mais je pose toujours gentiment, hein, mais la question suivante, dans ce coup de malchance dont vous me parlez, entre nous, là, ça ne sortira pas d'ici, mais qu'est-ce qu'à votre avis vous est imputable à vous? C'est-à-dire, quelle est votre part, même minime, même infinitésimale, d'imputabilité ou de responsabilité dans ce coup de malchance? Parce que tant que face à un échec, face à un revers, face à une grosse loose, quoi, je n'ai pas pu identifier ce qui, de toute façon, m'était imputable, ça sera compliqué d'en faire une expérience d'apprentissage de vie. Voilà. Et alors, une dernière question de Didier qui pose la question justement de la réhabilitation de l'intuition par rapport à un Mhm. nouveau rapport au monde. Est-ce que l'intuition va être tendance?
Ça fait un moment quand même, hein, qu'elle l'est, heureusement d'ailleurs. Mais il y a un débat, il y a des gros débats. Parce que moi, je me souviens d'avoir fait moi-même des débats avec des experts. On se rend compte que un certain nombre voilà, de chercheurs entretiennent un mauvais rapport avec ce concept d'intuition parce que dans le fond, il est impalpable. L'intuition, en fait, quand on regarde bien, hein, c'est une espèce de mécanisme. On va dire, voilà, je vais essayer d'être très précis là-dessus. Au départ, l'intuition, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, c'est-à-dire qu'on regarde, on observe le réel et on se rend compte que dans certaines situations, on va avoir, dans une situation donnée, une réponse, une espèce de lumière comme ça, un éclair de lucidité, de connaissance, etc., qui va véritablement nous remonter à l'esprit sans être passé par le cheminement traditionnel du raisonnement. Et donc, on va avoir une intuition, un flash, the hunch en anglais, on va voir ça. La question, c'est est-ce que, sous prétexte que ça court-circuite le raisonnement, ça a plus de valeur que le raisonnement proprement dit? Tout dépend du contexte, hein. C'est-à-dire que l'intuition peut être une espèce d'éclair comme ça, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous-mêmes, notre cerveau, en cet instant, par exemple, nous tous ici, on est tous connectés. Vous me faites l'amitié de m'écouter. Moi, j'essaie de vous raconter des trucs qui tiennent la route, mais il faut savoir que mon cerveau, le vôtre, à cet instant précis, il continue à mouliner. Il y a plein de choses qui, dans les modules là-dedans, continuent à tourner. Et si ça se trouve, dans 3/4 d'heure, 1 heure, pendant qu'on se sera, nous, on aura communiqué comme ça, il y aura des choses qui auront continué à avancer. Donc, le cerveau de l'intuitif, donc le vôtre, le mien, parce que bon, à un moment donné, faire remonter les choses. La vraie question à se poser, c'est puis-je faire confiance à mon intuition? Et là, il me semble quand même que la réponse est de dire voilà, est-ce que j'ai une intuition dans un domaine où j'ai par ailleurs à côté de l'expérience? Si la réponse est oui, je pense que mon intuition mérite vraiment que je m'y attarde. Je dis simplement, quand on commence à avoir des intuitions dans des domaines où factuellement on ne connaît rien, ça peut parfois s'appeler prendre ses désirs pour des réalités. Et alors là, ça devient dangereux. Ce sera le mot de la fin. Merci enfin, de cette première intervention. Merci, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci Philippe de tous ces éléments. Merci.